Imaginez, un instant, l'air. Il est épais, lourd du parfum du jasmin, de l'oud et de la peur humaine, un parfum de pouvoir qui s'accroche au mur de marbre du palais de Topkapi. Vous êtes l'une des 100 nouvelles venues, debout épaule contre épaule, dans un hall d'une opulence vertigineuse. La lumière filtre à travers des paravents sculptés, se reflétant sur le fil d'or de votre simple tunique et sur la sueur de terreur qui perle à votre front. Devant vous se tient le Kislar Aga, l'eunuque noir en chef, un homme dont le regard porte le poids d'une autorité absolue. Ses yeux, froids et calculateurs, vous parcourent comme un marchand inspectant du bétail. C'est le cœur du monde secret de l'Empire ottoman, le harem impérial. Une cage dorée, une prison d'or, un lieu où un seul regard du sultan peut signifier un luxe inimaginable, ou une tombe silencieuse et aquatique dans le Bosphore. Une jeune fille à côté de vous, âgée de pas plus de 15 ans, émet un léger son d'étouffement et ses yeux se révulsent, son corps s'affaissant sur le sol poli avec un bruit sourd et écœurant. Personne ne bouge pour l'aider. Personne n'ose. Son sort est scellé. Sa faiblesse un péché impardonnable dans un lieu bâti sur l'illusion de la perfection. Vous n'êtes qu'un nom murmuré sur un manifeste, un morceau de chair dans une grande machine politique. Le sultan, une figure que vous n'avez jamais vue, n'est pas un homme, mais un dieu, une terreur, un mythe dont les désirs dicteront chacun de vos souffles à partir de cet instant. Pouvez-vous imaginer la torture psychologique que cela représente? L'angoisse lente et insidieuse de savoir que votre vie ne vous appartient plus, mais qu'elle est un cadeau fragile entre les mains d'un maître invisible? Et maintenant, nous vous demandons de mettre la vidéo en pause et de vous abonner à notre chaîne. Pour que nous puissions continuer à créer des vidéos similaires, nous devons atteindre 1000 abonnés le plus rapidement possible. Merci. Avant le palais, avant le parfum suffocant et le poids écrasant des regards impériaux, il y avait le vent pur et vif des montagnes du Caucase, un vent qui portait l'odeur du pin et des herbes sauvages, et le son d'une langue qu'elle fut forcée d'oublier. Son nom était Lélia, et son monde était fait de sommets enneigés et de vallées verdoyantes, une vie définie par le rythme des saisons et non par le carillon d'une horloge de palais. Mais ce monde fut brisé dans une tempête de sabots et d'acier. Les Tatars de Crimée, les loups désignés de l'Empire, s'abattirent sur son village non pas avec la clameur d'une armée, mais avec l'efficacité glaciale de moissonneurs dans un champ de blé. Il n'y eut pas de grande bataille, seulement des cris engloutis par l'immensité du paysage. Elle fut arrachée des bras de sa mère. Son identité lui fut enlevée avec la même violence désinvolte que les modestes bijoux à ses oreilles. Le voyage qui s'ensuivit fut une descente dans un enfer qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Enchaînée dans la cale suffocante d'un navire négrier, l'air épais de la puanteur de la maladie et du désespoir, la seule monnaie d'échange était la survie. Le coût humain était effarant, un calcul brutal de pertes que les esclavagistes considéraient comme une simple dépense commerciale. Ceux qui mouraient étaient jetés sans ménagement dans les eaux tumultueuses de la mer Noire, leur vie effacée sans la moindre hésitation. Lélia apprit à être invisible, à se faire petite, à éteindre le feu dans ses yeux de peur d'attirer le mauvais type d'attention. Elle fut témoin de cruautés indicibles, de la dégradation désinvolte d'êtres humains réduits à l'état de bétail, leurs esprits brisés bien avant que leur corps ne soit vendu. Au grand marché aux esclaves de Kaffa, une plaque tournante grouillante de misère humaine, elle fut exhibée sur un bloc de bois, ses dents inspectées, ses membres palpés, sa valeur débattue dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Elle n'était plus Lélia. Elle était un objet, un potentiel, un morceau de beauté circassienne prisé pour sa peau pâle et sa nature prétendument docile, un futur réceptacle pour le plaisir du sultan. Lorsque les yeux de l'agent du palais se posèrent sur elle, il n'y eut aucun soulagement, seulement une nouvelle forme de terreur. Elle n'avait pas été achetée pour la maison d'un marchand, mais pour le padicha lui-même, l'ombre de Dieu sur terre. Elle avait survécu au feu du raid et à la saleté du navire, seulement pour être livrée au cœur de la machine la plus sophistiquée et la plus destructrice d'âme de l'Empire, un lieu d'où il n'y avait aucune échappatoire. Son arrivée au palais de Topkapi ne fut pas une entrée, mais une absorption. Lélia, la jeune fille des montagnes, cessa d'exister au moment où elle franchit la porte du salut. Elle fut déshabillée, lavée avec des huiles parfumées qui ne parvinrent ni à effacer la souillure de son voyage, ni le traumatisme persistant dans son âme, et on lui donna de nouveaux vêtements de lin fin. Puis vint l'acte ultime d'effacement, le changement de nom. Une Khalfa expérimentée,
une femme dont le propre passé avait été similairement anéanti des décennies auparavant, la toisa d'un œil impassible et la déclara Gulbahar, la rose du printemps. C'était un joli nom, un nom poétique et un mensonge. Il enterra Lélia sous des couches de soie et d'attente, une nouvelle identité greffée sur elle, comme un masque. Elle faisait désormais partie du harem Humayun, le harem impérial, un monde dans le monde, gouverné par sa propre logique féroce. Ici, le pouvoir n'était pas exercé par des hommes avec des épées, mais par des femmes avec des murmures. Au sommet de cet univers féminin trônait la sultane validée, la reine-mère, une figure d'une autorité quasi mythique. Elle était la véritable souveraine de ce domaine, son influence s'étendant bien au-delà des murs du harem, jusque dans la politique de l'empire tout entier. C'était elle qui gérait l'immense fortune du harem, qui approuvait les nominations, qui pouvait faire ou défaire les plus puissants vizirs d'un mot soigneusement choisi à son fils, le sultan. En dessous d'elle existait une hiérarchie complexe et impitoyable. Gulbahar commença tout en bas de l'échelle, en tant qu'odalisque, une servante en formation, l'une des centaines de nouvelles jeunes filles apprenant la danse complexe de la survie. Elle apprit à parler le turc ottoman, à mémoriser des passages du Coran, à jouer de l'oud et à se mouvoir avec une grâce qui dissimulait la terreur qui se nouait dans son ventre. Au-dessus d'elle se trouvaient les gédiclis, les concubines en attente, celles qui avaient maîtrisé leur formation et étaient jugées dignes d'être potentiellement présentées au sultan. Plus haut encore se trouvaient les guzd, les favorites, qui avaient attiré l'œil du sultan et passé une nuit avec lui. Et puis les iqbal, les fortunés, qui lui avaient donné un enfant. Chaque rang s'accompagnait de plus grands privilèges, des appartements plus luxueux, des vêtements plus fins, plus de serviteurs, mais aussi de plus grands dangers. Le harem était un nid de vipères, un foyer de jalousie et d'ambition, où un mot déplacé ou le mensonge d'une rivale pouvait faire passer une jeune fille des sommets de la faveur aux abîmes de la disgrâce, ou pire. Les exécuteurs complices du système, les eunuques et les kalfas expérimentés, étaient les arbitres de ce système brutal, leur loyauté étant vouée non pas aux jeunes filles, mais à l'institution elle-même. Gulbahar apprit vite qu'être vue était un risque, mais que rester invisible signifiait n'avoir aucun avenir. Elle était piégée dans un paradoxe, un labyrinthe magnifique et terrifiant où chaque couloir promettait soit la promotion, soit l'oubli. Les véritables gardiens de cette prison dorée étaient les eunuques, des hommes piégés dans un état liminal entre esclaves et maîtres, leur propre humanité sacrifiée pour une forme de pouvoir unique et terrible. À leur tête se tenait le Kislar Aga, l'eunuque noir en chef, une figure dont l'influence n'était surpassée que par celle du grand vizir et de la sultane validée. C'était un spectre terrifiant, souvent un homme éthiopien ou soudanais capturé dans sa jeunesse, qui avait gravi les échelons grâce à une combinaison d'intelligence, de cruauté et d'une loyauté inébranlable envers le système dynastique. Son titre officiel était « maître des filles », mais son autorité était bien plus profonde. Il contrôlait l'accès au sultan, gérait les immenses propriétés et dotations du harem et servait de lien crucial entre le monde intérieur, reclus du palais, et les machinations politiques de l'État. Sa présence était un rappel constant et troublant du pouvoir absolu du sultan. Il se déplaçait dans les couloirs parfumés, en robe ample et silencieuse, son visage un masque impassible qui ne trahissait rien des secrets qu'il connaissait ou des destins qu'il contrôlait. Pour les femmes du harem, sa faveur était un bouclier, son mécontentement une condamnation à mort. C'est lui qui supervisait la sélection des nouvelles jeunes filles sur les marchés aux esclaves, lui qui les disciplinait pour leurs infractions, et lui qui menait cérémonieusement une concubine choisie le long du chemin d'or jusqu'aux appartements du sultan. Pouvez-vous imaginer le profil psychologique d'un tel homme, un homme privé de son propre avenir, de sa propre lignée, qui consacrait ensuite sa vie à garder la lignée de son maître? Son pouvoir était immense, mais c'était un pouvoir d'emprunt, qui n'existait que dans les limites du palais. Il était l'exécuteur complice du système par excellence, un homme dont la tragédie personnelle avait été transformée en un outil de contrôle institutionnel. Les eunuques de rang inférieur, les kapou agas et leurs subordonnés, formaient le système nerveux de cette structure oppressive. Ils étaient les gardes, les messagers, les espions, ils voyaient tout, entendaient tout, ils rendaient compte des rivalités entre concubines, des humeurs changeantes de la sultane validée, de tout signe de dissidence. Eux aussi étaient des victimes, arrachées à leur foyer et brutalement mutilées, mais ils devenaient des bourreaux, faisant respecter le système même qui les avait défaits.
Leur désensibilisation était un mécanisme de survie, leur cruauté un reflet de leur propre vide intérieur. Ils étaient les rouages de la machine, les exécuteurs silencieux et omniprésents, qui s'assuraient que les murs du harem n'étaient pas seulement physiques, mais psychologiques, piégeant les femmes dans un réseau de surveillance et de peur constante. Le dieu au centre de cet univers complexe, le soleil autour duquel toutes ces planètes terrifiées gravitaient, était le sultan Ibrahim Ier. Le qualifier de tyranne dysfonctionnel serait un euphémisme profond. Il était une catastrophe, l'incarnation même de la façon dont le pouvoir absolu, lorsqu'il est investi dans un esprit brisé, devient une force de pure destruction. La folie d'Ibrahim n'est pas née dans le vide. Elle a été forgée dans le silence glacial du Kafs, la cage, un ensemble de salles opulentes, au sein du palais, où les héritiers potentiels du trône étaient emprisonnés pendant des décennies pour les empêcher de fomenter des rébellions. Pendant 22 ans, depuis le début de son adolescence jusqu'à ce qu'il soit projeté sur le trône, Ibrahim vécut dans la terreur constante du lacet du bourreau, un sort qui avait frappé ses 4 frères aînés. Il sortit de cette prison dorée, non pas en leader, mais en homme profondément marqué et psychologiquement anéanti, tourmenté par des maux de tête invalidants, de violents tremblements et un profond détachement de la réalité. Sa dysfonction sexuelle, conséquence directe de son enfermement traumatisant, métastasa en une psychose politique. Il devint obsédé par la réalisation de chaque fantasme pervers qui traversait son esprit endommagé, utilisant toute la puissance de l'État ottoman pour satisfaire ses caprices bizarres et souvent cruels. Ses agents étaient dépêchés à travers l'Empire avec des ordres grotesques. Lui trouver la femme la plus corpulente du monde, se procurer des aphrodisiaques rares et exotiques, tapisser ses appartements de fourrures de zibelines coûteuses, non pas pour la chaleur, mais pour le pur plaisir sensoriel. Le harem, pour lui, n'était pas un lieu de procréation, ou même de simple plaisir. C'était un laboratoire pour ses désirs tordus. Il forçait ses concubines à s'adonner à des jeux humiliants, à jouer le rôle d'animaux, ou simplement à rester debout pendant des heures pendant qu'il les regardait, ses humeurs passant d'une joie infantile à une rage terrifiante sans avertissement. Les femmes, y compris la jeune Gulbahar, vivaient dans l'ombre d'un tyran dont la cruauté n'était pas stratégique, mais terrifiante et aléatoire. Sa paranoïa, née dans la cage, infectait désormais toute la cour. Il voyait des assassins dans chaque ombre et des complots dans chaque murmure, ce qui menait à l'exécution arbitraire de vizirs, de généraux et de personnel du palais. C'était l'homme que Gulbahar était formé pour satisfaire. Pas un homme d'État, pas un guerrier, mais un enfant profondément blessé dans le corps d'un empereur, dont les crises de colère pouvaient, et allaient, coûter des centaines de vies. La machinerie entière du harem, avec ses règles rigides et ses traditions anciennes, était maintenant asservie aux caprices chaotiques d'un fou. La vie au sein du harem était une étude en contradictions profondes, un lieu où un ennui écrasant coexistait avec une terreur à couper le souffle. Pour Gulbahar et les centaines d'autres odalisques, les journées étaient régies par une routine stricte et monotone. Leur éducation n'avait pas pour but de les éclairer, mais de les modeler en ornements parfaits pour la collection du sultan. Elles passaient des heures à apprendre à lire et à écrire le turc ottoman, une compétence que beaucoup n'utiliseraient que pour lire le Coran ou, si elles étaient exceptionnellement chanceuses, pour écrire des lettres au nom d'une puissante cadine ou de la sultane validée. On leur inculquait les arts de la musique, leur apprenant à jouer du canin et de l'oud, leurs mélodies s'échappant par les fenêtres à moucharabier, une magnifique bande-son pour une vie d'emprisonnement. Elles apprenaient à danser, non pas avec l'abandon joyeux de leur enfance perdue, mais avec une grâce calculée et sensuelle conçue pour captiver un unique et tout-puissant spectateur. On leur enseignait l'étiquette, comment marcher, comment parler, comment servir une tasse de café sans le moindre tremblement dans les mains, sachant que tout défaut perçu pouvait entraîner une punition sévère de la part des kalfas superviseuses. C'était le vernis de la cage dorée, les soies chatoyantes, les bijoux offerts pour bonne conduite, les jardins parfumés de la 4e cour, les carreaux de faïence exquis qui semblaient fleurir sur chaque mur. Mais sous cette surface d'une beauté opulente se cachait une réalité de guerre psychologique profonde. Le harem était un système clos, un autocuiseur d'ambition et de désespoir. Les amitiés étaient des denrées dangereuses, facilement trahies pour une chance d'avancement. Le seul espoir d'une jeune fille pour une vie au-delà de la servitude était d'attirer l'œil du sultan, de devenir une gueusde.
Cet objectif unique dressait chaque femme contre toutes les autres. Un bijou volé, un mensonge murmuré sur les origines d'une rivale, un accident mis en scène. Pendant une leçon de danse, c'étaient les armes d'une guerre silencieuse et vicieuse. Gulbahar sentait le poids constant d'être observé, non seulement par les eunuques, mais aussi par les centaines d'autres jeunes filles dont les yeux contenaient le même mélange désespéré d'espoir et de jalousie que les siens. Elle se lia d'amitié avec une autre circassienne, une jeune fille nommée Elara, qui parlait encore des montagnes à voix basse. Mais même ce petit réconfort était chargé de périls, une vulnérabilité dans un monde qui récompensait la cruauté. L'air lui-même semblait chargé de menaces tacites, les magnifiques motifs sur les carreaux d'Iznik ressemblant aux toiles complexes d'une araignée. Le luxe était un piège, un moyen de rendre la prison plus acceptable, mais une prison, elle demeurait. Le moment arriva comme toujours, sans crier gare. Ce ne fut pas une grande cérémonie, mais un événement désinvolte, presque indifférent. Le sultan Ibrahim traversait l'une des cours du harem, le regard lointain et vague, quand il se posa sur Gulbahar. Pendant une seconde fugace, leurs regards se croisèrent. Elle ne vit pas le dieu terrifiant de son imagination, mais un homme hanté et charnu, avec une profonde lassitude dans son expression. Pourtant, ce simple regard suffit. Plus tard dans la journée, le Kizlar Aga s'approcha d'elle, le visage toujours aussi impassible. Il laissa tomber un petit mouchoir brodé à ses pieds. C'était le signal. Le Honkar, le souverain, l'avait choisi. La nouvelle se répandit dans le harem comme une traînée de poudre, une onde de choc faite d'envie et de peur. Gulbahar fut immédiatement séparée des autres jeunes filles, son statut transformé en un instant. Les heures qui suivirent ne furent qu'un enchaînement confus de préparations ritualisées. Elle fut emmenée au hammam, le bain turc, et frottée et parfumée par des servantes expérimentées jusqu'à ce que sa peau soit à vif. Elle la vêtirent d'une robe de soie chatoyante, si fine qu'elle semblait être de l'eau sur sa peau, et la parèrent de bijoux qui lui parurent plus lourds que des chaînes. Sa terreur était une chose froide et physique, une pierre dans son estomac. Toute sa formation, toutes les leçons murmurées sur la façon de plaire au maître, lui semblaient maintenant une blague cruelle. Ce n'était pas un rendez-vous romantique. C'était une épreuve sanctionnée par l'État, une performance dont dépendait tout son avenir. À la tombée de la nuit, elle fut conduite par le Kizlar Aga et ses assistants à l'Altignol, le chemin d'or, un couloir privé qui reliait le harem aux appartements du sultan. Le silence de la marche était absolu, rompu seulement par le doux froufrou de sa robe et les battements frénétiques et martelants de son propre cœur. Le chemin était faiblement éclairé, les murs dorés semblant se refermer sur elle. Chaque pas l'éloignait de la jeune fille qu'elle avait été et la menait vers un avenir inconnu et terrifiant. Lorsqu'elle fut enfin présentée au seuil des appartements privés du sultan, on lui ordonna d'entrer, de marcher jusqu'au pied du lit du sultan et d'attendre. La rencontre elle-même fut une expérience surréaliste et déshumanisante, dépourvue de passion ou de connexion. C'était une transaction, un devoir, son corps un instrument pour le plaisir fugace et erratique du sultan. Elle se concentra sur un seul point du baldaquin au-dessus d'elle, son esprit se réfugiant dans un endroit profond d'elle-même, un lieu que le sultan ne pouvait atteindre. Quand ce fut terminé, elle devait se retirer en marchant à reculons, sans jamais tourner le dos au souverain. Alors qu'elle redescendait en trébuchant le chemin d'or, le lourd parfum du sultan s'accrochant à elle, elle ne se sentait pas triomphante. Elle se sentait vidée, un réceptacle qui avait été utilisé et mis de côté. Elle avait survécu. Mais elle se demandait, dans le silence froid de l'aube, quelle part de Lélia restait à l'intérieur de la coquille de Gulbahar. Le fait de survivre à la première nuit avec le sultan éleva Gulbahar au rang convoité de Gözd, l'une des favorites. Le changement dans sa vie quotidienne fut immédiat et radical. Elle fut déménagée du dortoir bondé des odalisques à une chambre semi-privée, partagée avec une seule autre Gözd. On lui donna une nouvelle garde-robe de soie et de brocarts exquis et un petit personnel de 2 jeunes filles pour la servir. Mais ce nouveau statut était un perchoir précaire, pas une forteresse sûre. Les privilèges étaient enivrants, mais ils s'accompagnaient d'une surveillance accrue et d'une forme de jalousie bien plus mortelle. Les rivalités subtiles des dortoirs dégénérèrent en une guerre politique ouverte. Chaque autre Gözd, et les Iqbal plus puissantes qui avaient déjà donné des fils au sultan, la voyaient comme une menace directe à leur propre position. Le pouvoir d'une femme dans le harem était directement proportionnel à la faveur du sultan,
une denrée à la fois limitée et notoirement capricieuse, surtout avec un homme aussi instable qu'Ibrahim. La sultane validée, Kösem, une maîtresse de la survie politique, observait maintenant Gulbahar d'un œil de faucon, évaluant son potentiel. Était-elle une amourette sans conséquence pour son fils tourmenté, ou une nouvelle actrice potentielle du pouvoir qui pourrait un jour défier sa propre autorité? Gulbahar devait naviguer dans une cour perfide, où un compliment pouvait être une menace voilée et un cadeau un poison subtil. Son ancienne amie Elara la regardait maintenant avec une distance froide, le fossé du rang s'étant creusé entre elles. C'est dans cet environnement que les sombres mystères du harem se dévoilèrent. Quelques semaines après l'élévation de Gulbahar, l'une des Iqbal les plus établies, une femme nommée Aïcha, qui avait été ouvertement méprisante envers la nouvelle favorite, tomba soudainement malade d'un violent mal de ventre et mourut en moins d'une journée. La cause officielle fut attribuée à de la nourriture contaminée, un événement assez courant. Mais les murmures racontaient une autre histoire. Ils parlaient de la servante en chef de la Cadine, vue près de l'apothicaire du palais, d'une rencontre discrète avec l'un des eunuques fidèles à une faction rivale. Il n'y eut aucune enquête. Il n'y avait jamais d'enquête. Un corps était discrètement enlevé, et la vie continuait. C'était la logique brutale du harem. Les problèmes n'étaient pas résolus, ils étaient effacés. Gulbahar était horrifiée, mais elle comprit aussi le message glaçant. C'était le sort de celle qui perdait le jeu. Elle apprit à être prudente, à ne faire confiance à personne, à maîtriser l'art du sourire agréable mais vide de sens. Les appels du sultan devinrent plus fréquents, et à chaque visite, sa position se renforçait, mais la cible sur son dos grandissait aussi. Elle n'était plus seulement une victime du système, elle était désormais une participante active, sa survie dépendant de sa capacité à déjouer celle qui souhaitait sa chute. La cage dorée était devenue une arène politique, et les enjeux étaient la vie et la mort. L'équilibre précaire de la nouvelle vie de Gulbahar et des vies de chaque âme du palais de Topkapi fut brisé par un acte d'une cruauté si monumentale et insensée qu'il allait devenir une sombre légende. La paranoïa et l'imagination perverse du sultan Ibrahim avaient atteint leur paroxysme. Un matin, après une nuit de prétendus murmures et de secrets découverts, peut être une histoire inventée que lui avait rapporté une faction rivale, ou peut être un simple cauchemar que son esprit brisé avait transformé, en réalité il plongea dans un état de fureur absolue. Une rumeur, disait-on, lui était parvenue selon laquelle une de ses concubines avait été compromise par un étranger. Plutôt que de tenter de trouver l'unique coupable présumé, sa folie exigea une solution cataclysmique et globale. Il émit un ordre qui défiait toute raison, un commandement si grotesque qu'il stupéfia même ses plus hauts fonctionnaires. Il ordonna que tout son harem, chaque odalisque, chaque guzd, chaque iqbal soit exécuté. Le nombre varie selon les récits, mais la plupart des sources le situent à près de 280 femmes. Gulbahar, ainsi que toutes celles qu'elle connaissait, devaient être noyées. Les exécuteurs complices du système, les eunuques et les gardes du palais qui avaient consacré leur vie à la volonté du sultan, furent maintenant chargés d'exécuter ce meurtre de masse. Le palais sombra dans le chaos. L'incrédulité initiale fit place à une terreur brute et primale. Des femmes qui avaient été des rivales acharnées quelques instants auparavant s'agrippaient maintenant les unes aux autres, leurs cris résonnant dans les salles de marbre. Les gardes, le visage sombre et indéchiffrable, se déplaçaient avec une efficacité brutale. Gulbahar, ainsi que les autres, fut ligoté et forcé dans de lourds sacs. La nature purement systématique de la cruauté en était l'aspect le plus horrifiant. Ce n'était pas un crime passionnel, mais une extermination bureaucratique. Les femmes, lestées, furent chargées sur des bateaux. Gulbahar pouvait entendre les sanglots étouffés et les prières désespérées des autres autour d'elle, leur terreur une présence palpable dans l'obscurité suffocante de son propre sac. Les bateaux furent menés au large, dans les eaux froides et grises du détroit du Bosphore. Puis, un par un, les sacs furent jetés par-dessus bord. Gulbahar sentit le plongeon brutal dans l'eau glacée, le poids l'entraînant instantanément vers le fond. Le sac se remplit d'eau, le tissu se collant à son visage, l'étouffant. Sa dernière sensation fut la pression écrasante des profondeurs, le courant silencieux et indifférent du détroit, avalant les dernières luttes désespérées de 280 vies. Un seul caprice insensé avait effacé un monde entier, ses secrets, ses rivalités et ses chagrins sombrant dans le sombre oubli de la mer. La noyade de masse dans le Bosphore fut l'acte qui brisa finalement la tolérance de l'Empire pour son sultan fou.
Les oulémas, les autorités religieuses, et les janissaires, l'infanterie d'élite qui était depuis longtemps dégoûtée par le règne décadent et erratique d'Ibrahim, ne pouvaient plus rester sans rien faire. Quelques jours seulement après l'atrocité, ils agirent contre lui. Ibrahim fut déposé par un coup d'État rapide et décisif, arraché non pas de son trône, mais de sa cachette terrifiée dans les jardins du palais. Il fut renvoyé au seul endroit qu'il craignait vraiment, la cage. Son règne de 8 ans, 7 mois et 9 jours était terminé. 10 jours plus tard, le 18 août 1648, les bourreaux entrèrent dans sa cellule, et le lacet qui avait hanté toute sa vie fut finalement serré autour de son cou. Mais sa mort n'effaça pas son héritage de terreur, ni ne mit fin à l'institution qu'il avait à la fois créée et soutenue. Un nouveau sultan, le fils d'Ibrahim âgé de 6 ans, Mehmed IV, fut placé sur le trône, et la grande machine broyeuse du harem impérial continua de tourner. Une autre génération de jeunes filles serait amenée de terres lointaines, dépouillée de son nom et absorbée par le système. La sultane validée, Kösem, qui avait probablement joué un rôle dans la chute de son fils pour préserver son propre pouvoir, continuerait à régner depuis les coulisses. Pour le monde extérieur, la noyade était une rumeur à moitié crue, une histoire à sensation qui soulignait la brutalité exotique de la cour ottomane. Mais pour ceux qui se trouvaient à l'intérieur du palais, c'était un fantôme qui entrait à jamais ses couloirs. Qu'advint-il des femmes comme Gulbahar, l'ancienne Lélia du Caucase? Elles ne devinrent rien. Elles n'étaient qu'une note de bas de page dans le règne d'un fou. Leurs histoires individuelles, leurs espoirs, leurs craintes, leur existence même, complètement anéanties. Elles n'ont pas de tombe, pas de monument. Leur mémoire n'existe que sous la forme d'un nom collectif. Le harem d'Ibrahim. Pouvons-nous même commencer à comprendre l'ampleur de ce coup humain, les milliers et les milliers de femmes à travers les siècles dont la vie entière a été consumée par cette seule institution, leurs identités systématiquement effacées, leurs corps et leurs avenirs, appartenant à un seul homme qu'elles n'ont peu, être même jamais rencontrés. La cage dorée était une merveille de l'ingénierie politique et sociale, un système de contrôle parfait. Mais sa beauté n'était qu'un vernis recouvrant des fondations d'une profonde souffrance humaine, un piège magnifique et complexe qui dévorait la vie des sans défense pour le plaisir des puissants.